Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Du coup, une conférence sur le server-side, on en entend souvent parler. Le but aujourd'hui avec vous, c'est vraiment de faire preuve de pédagogie et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière le server-side. En fait, de vraiment le vulgariser pour comprendre les enjeux, comment on en est arrivé là et en quoi c'est une solution qui va être importante pour la collecte de data. Surtout, tout le long de la conférence, n'hésitez pas à lever la main pour poser les questions directement. Tant qu'on est sur le sujet, autant les traiter. Et on aura un espace évidemment dédié aux questions par la suite. Donc n'hésitez pas. Je suis du coup Martin Champetier. J'ai monté Digitalise et j'ai rejoint David qui est présent dans la salle, fondateur de l'agence WAM. Ça fait maintenant 10 ans que je fais du coup de la web analyse et du tracking. Et on a rejoint il y a 2 ans du coup l'agence WAM qui fait du SEO. On a 4 grands domaines d'expertise. La partie data que je représente, on a la partie SEO, la partie RP et la partie édito. Voilà pour la petite page de réclame. On a atteint en 2023 5 millions de chiffre d'affaires, donc on est en plein développement. Ce qu'on va voir aujourd'hui, pour parler du server-side, on va rappeler un contexte qui a été mouvementé par rapport à la collecte analytique ces dernières années, pour se rafraîchir la mémoire. Ensuite, on va parler du server-side, quels sont les avantages et pourquoi on le met en place. Et enfin, on verra le déploiement, comment vous aider en fait, à vulgariser les étapes qui vous manquent pour arriver au déploiement du server-side. Donc première chose, le contexte, la protection de la vie privée en ligne. Il y a une conférence juste avant qui en parlait. On a une réglementation qui a fortement évolué. On est passé, en fait, si vous voulez, avant 2018, à un peu un Far West, c'est-à-dire qu'on pouvait collecter sur Universal Analytics, mais sur d'autres outils, globalement sur 100% des utilisateurs. Avec cette partie vie privée et protection de la vie privée en ligne des Européens, du coup le fameux RGPD, on a vu arriver en 2018 ces consignes qui permettent en fait de mieux renseigner l'utilisateur et surtout beaucoup mieux protéger ses données. 2020, du coup, on nous demande début des contrôles de la part de la CNIL. On est passé au début d'une CMP. Donc, une CMP, c'est Cookie Management Platform. C'est ce que vous voyez tous quand vous arrivez sur un site pour la première fois. Vous avez une pop-up où on vous demande vos consentements. Au début, en 2018, on se disait, bon, l'analytics, on ne le met pas trop dedans. 2020, début des contrôles, du coup, on était obligé de le mettre dedans. Et donc, du coup, une perte de trafic considérable, puisque la CNIL a publié en 2023 qu'en moyenne, sur l'arrivée d'un site, il n'y a que 56% de personnes qui disent, qui consentent en fait, à l'utilisation des cookies sur votre trafic global. Donc, je vous laisse imaginer la répercussion que ça peut avoir sur les données. En 2022, comme si ça ne suffisait pas, on a la CNIL qui, du coup, travaille sur Google Analytics et le considère comme illégal. Donc là, globalement, pour les annonceurs, ça a été un peu la panique de se dire est-ce que j'ai encore le droit d'utiliser Google Analytics? Et si oui, sous quelles conditions, pardon. Et encore une step majeure qui est importante, c'est qu'au sein de Google, on préparait déjà une migration. Donc on est passé d'Universal Analytics que tout le monde connaissait depuis 12 ans et on a transféré sur un GA4 qui est sorti, selon beaucoup et sur des forums, un peu rapidement de bêta et qui a été très compliqué de s'approprier tout de suite. Donc globalement, vous voyez que le contexte de la vie privée en ligne a amené pas mal de bouleversements et on passe d'un trafic 100% des utilisateurs. Dès que j'ai l'utilisateur qui arrive sur mon site, globalement, j'arrive à capter son audience et à savoir ce qu'il va faire, à une réduction de ce trafic, plus un changement de plateforme, plus des questions légales. Donc c'est plus aussi simple qu'avant. Donc ça, c'était sur la partie légale. Il y a eu aussi des initiatives sur le renforcement technologique. Vous avez tous entendu parler de la fin des cookies tiers, la chasse aux cookies. Alors, petite précision que je vous ai mis à droite de la slide, la différence entre un first party cookie, où on est propriétaire, donc c'est l'annonceur, c'est les propriétés et les données de l'annonceur, contrairement aux third party cookies qui sont du coup créés par un tiers et qui en fait prend la donnée qui l'intéresse sur votre site pour l'insérer dans sa plateforme.
Les deux exemples qui sont intéressants, et notamment sur le third-party cookie, c'est le pixel Facebook qui globalement était posé sur l'ensemble des sites via un script et qui derrière traquait la donnée dont il avait besoin. Donc on a tous entendu parler de la fin des cookies. Il faut bien faire la distinction. On parle que de ceux de droite, donc les third-party cookies. On veut mettre fin à la communication cross du coup domain et donc du coup de supprimer les third-party cookies. Vous voyez ici sur la gauche qu'il y a déjà eu des prises d'initiative de la part des navigateurs hors Chrome. On y reviendra juste après. Mais Safari, dès 2020, supprime les cookies tiers pour conserver la confidentialité de la navigation des utilisateurs. Donc voilà. Vous avez Mozilla Firefox qui a suivi juste après en 2021 avec la suppression des cookies tiers. Et vous avez Brave qui a construit complètement son modèle de navigateur sur la protection de vie des données et donc du coup de la suppression des cookies tiers. Donc vous voyez que sur cette partie-là, les navigateurs ont déjà fait le travail. Ils ne veulent plus porter la responsabilité du tracking et des dérives qu'il y a pu y avoir. Et enfin, en bas à droite de la slide, vous voyez aussi qu'on a fait beaucoup de communication pour alerter et pour que du coup les utilisateurs soient en conscience de ce qu'ils font quand ils sont sur le web. On leur a parlé des cookies. Alors pour une personne lambda qui ne travaille pas dans le web, ça ne parle pas forcément. Mais globalement, on leur a dit équipez-vous globalement de adblocker pour être moins sensibilisé à la pub et avoir du coup une navigation beaucoup plus privée. Et vous voyez AdBlock et uBlock Origin qui se sont renforcés. Je vous ai mis une petite statistique. En 2018, il y avait 25% d'utilisation sur navigateur. Et là, c'est des données desktop. On est passé à 42% en 2023 sur l'utilisation. Donc on voit qu'il y a le cadre légal qu'on a vu sur la slide d'avant. On a les navigateurs qui, du coup, essayent de bloquer cette communication avec les cookies. Et on a les utilisateurs qui se munissent de plus en plus de adblockers pour pouvoir continuer à naviguer en ligne sans être traqués. Et enfin, le taux d'équipement, je parle de Chrome parce que c'est l'actualité qui nous amène à parler énormément du server-side en ce moment. C'est la fin des cookies tiers, mais cette fois-ci pour Chrome. Chrome, pour info, c'est 63% d'équipement mondial, donc ça va avoir une certaine répercussion. Et du coup, à travers le projet Privacy Sandbox, Google a essayé d'organiser sur les 3 dernières années, du coup, la fin des cookies tiers. Le but de la fin des cookies tiers, c'est du coup de préserver, comme vous l'aurez compris, la partie navigation en ligne, mais du coup, ils ont une problématique qui est de maintenir le web gratuit, et du coup, il y a la problématique en fait de la publicité. C'est pour ça que ça a pris du temps par rapport à Google. Et vous avez du coup ce projet collaboratif qui s'appelle Privacy Sandbox, et vous voyez que du coup, la fin des cookies tiers, c'est prévu pour fin 2024. Alors, il y a encore eu une annonce cette semaine qui dit que globalement, ça va être retardé parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais vous savez que ça arrive et que du coup, ils vont suivre en fait, les autres navigateurs qui ont déjà fait le switch de supprimer les cookies tiers. Les conséquences, un impact direct sur les données. Du coup, les décideurs se basent sur beaucoup moins de data. Si on revient sur le graphe, au début, donc du coup, avant 2018, on avait 100% des utilisateurs. On a le RGPD, on perd 25%. On a les adblocks, on perd 24%. On a Apple, Firefox et Brave, on perd encore du trafic. Et demain, quand Chrome aura supprimé les cookies tiers, on va se retrouver qu'avec un tout petit échantillon. Et donc, du coup, ça va être compliqué de prendre des décisions sur des données saines. Et en fait, on est dans un paradoxe puisqu'on n'arrête pas de nous parler d'IA, on n'arrête pas de nous parler des algorithmes qu'il faut nourrir avec de la data, mais si on n'en a plus, c'est quand même compliqué. Donc, moins de données et plus d'IA, comment faire? Là, vous me voyez venir, c'est la technologie server-side. Ça a été rappelé dans la conférence juste avant. Faut faire attention, la technologie server-side, tout ce que je vais vous dire, ça n'empêche pas et ça ne doit pas empêcher en fait le consentement de l'utilisateur. Vous devez systématiquement avoir du coup l'acquiescement ou non de l'utilisation des cookies. Et si on revient juste sur le graphe d'avant, toute cette partie-là,
qui est du coup lié à l'optimisation de vos CMP, ça ne prendra pas en compte ce regain en fait, de data. Nous, on va se concentrer via le server-side sur toute cette partie-là, les adblocks et du coup la fin des cookies tiers. Pas de questions jusque-là avant qu'on se lance dans le server-side? C'est bon, c'est clair pour le contexte? Alors on continue. Comme je vous le disais, il y avait, c'était le Far West. Globalement, on déposait pas mal de cookies qui allaient un peu dans tous les sens. Vous avez Cambridge Analytica, par exemple. On en a beaucoup entendu parler. Il y a des dérives. Et donc, du coup, on a essayé de poser des technologies dans tous les sens. Il y a forcément eu des dérives. Du coup, là, on essaye d'avoir un peu plus de contrôle. Les navigateurs, comme je vous le disais et que je vous l'ai présenté avant, ne souhaitent plus être affiliés au tracking. Donc globalement, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est de proposer une expérience utilisateur où on peut, où on garantit en fait à leurs utilisateurs d'être moins traqués. La propriété, du coup, avec le RGPD, on doit être plus en contrôle de ce qui se passe et de ce qu'on envoie comme data. Donc globalement, les annonceurs, je vous l'ai dit, avec les CMP, etc., on a engagé beaucoup plus le juridique pour essayer de comprendre ce qu'on avait le droit et ce qu'on n'avait pas le droit de collecter. Et donc du coup, il y a une notion de propriété. L'équipe IT, à force d'avoir des équipes marketing qui veulent mettre de plus en plus de technologies sur leur site pour optimiser ou pour avoir plus de trafic sur leur site, on leur a demandé et on les a sollicités souvent pour mettre plus de scripts sur leur site internet, ce qui impacte la performance et qui peut avoir du coup des problématiques de web performance. Sur l'acquisition, là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un ciblage algorithmique. En fait, on s'est rendu compte qu'avec la data, c'était beaucoup plus efficace que quand nous on le fait et quand on essaye de faire des ciblages. Et donc du coup, il y a, comme je vous le disais, le pétrole de ces algorithmes, c'est forcément les données. Donc il y a une vraie problématique d'essayer d'en pousser le plus possible dans ces algorithmes pour avoir un ciblage de plus en plus précis et du coup avoir plus de conversions sur son site. Donc, on ne peut pas parler du server-side quand on n'a pas expliqué ce que c'est un TMS avant et ce qu'on appelle maintenant désormais le client-side. Le client-side, c'est vous avez en gros un site internet, vous devez déposer un gestionnaire de cookies, donc une CMP. Là, je vous en ai listé quelques-unes, mais il en existe plus. Didomi, OneTrust et Acceptio, ce qui fait que dès que l'utilisateur arrive sur votre site, vous avez cette bannière qui doit demander le cookie. Et généralement, l'équipement après, c'est on a Google Tag Manager, et on va prendre cet exemple pour cette conférence sur le server-side, puisque c'est le plus fort taux d'équipement. Donc du coup, Google Tag Manager, sa vocation, c'est vous mettez un script sur l'ensemble des pages de votre site, et depuis Google Tag Manager, donc depuis le back-office, vous déclanchez vos fameuses technologies. J'en ai listé quelques-unes, Facebook, TikTok, Quanko, des plateformes d'affiliation, de l'analytics, etc., etc. Donc c'était déjà une avancée technologique parce qu'avant d'avoir un TMS, on devait déposer tous ces scripts partout sur le site, donc ça créait des lenteurs. On a proposé Google Tag Manager et ça a allégé un peu la vision des sites, et c'est surtout en centralisant tout dans Google Tag Manager, c'est plus facile de savoir si on a eu le consentement ou pas des utilisateurs, et donc du coup on peut bloquer les envois quand on n'a pas le consentement de l'utilisateur. Par exemple, j'arrive sur le site, je dis non à Facebook, dans Google Tag Manager c'est facile de passer une commande qui dit si on n'a pas le consentement de Facebook, on n'envoie pas de data. Le fond du problème de cette solution, enfin vous allez me dire bah, ça a l'air parfait, on reste comme ça. Le fond du problème, c'est qu'on n'est pas souverain. On n'est pas souverain parce qu'on va devoir laisser au navigateur le choix de bloquer ou non notre donnée. Et le fond du problème quand on essaye d'envoyer, c'est que un coup, ça va être un adblocker qui va nous dire non, tu n'as pas le droit d'envoyer à Facebook. Un coup, ça va être Mozilla Firefox qui dit ça, je ne veux pas l'envoyer. Safari qui met ses protocoles en place, etc., etc. Ce qui fait que globalement, on essaye d'envoyer de la donnée, on est même persuadé de l'envoyer, sauf qu'il y a des bloqueurs. Et du coup, on n'obtient pas cette fameuse donnée qui est si importante pour nous et pour les algorithmes. Du coup, la façon de pérenniser tout ça, c'est une installation server-side. On va en fait rajouter une étape en dehors de la navigation de l'utilisateur. Vous avez, donc sur la slide, j'avais pas la place, mais il y a toujours cette notion de CMP. Hein. Encore une fois, on parle avec le consentement de l'utilisateur.
Et au lieu d'envoyer directement dans vos solutions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer depuis Google Tag Manager client-side, on va envoyer toutes les informations vers le serveur. Et vers le serveur seulement, et en parallèle de la navigation de l'utilisateur, c'est là qu'on va renvoyer les données via API dans les différentes technologies, donc médias, analytics, data warehouse et CRM. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir envoyer cette data qu'une seule fois, donc alléger, on verra les bénéfices, mais globalement alléger l'envoi de data, de le gérer depuis votre server-side et ensuite de rappeler en fait l'ensemble des technologies que vous utilisez. C'est clair pour vous? Donc grosso modo, ça paraît paradoxal, mais on rajoute une étape pour pouvoir maximiser la performance. Les bénéfices. Alors du coup, j'ai eu la chance d'avoir Romain en webinar, qui est le créateur d'Addingwell, qui est une solution justement qui permet de mettre en place cette structure. On y reviendra dans le déploiement. La web performance améliorée. Comme je vous le disais, on a une communication client-side, server-side. Ça veut dire qu'on n'envoie qu'une seule fois la data. Et donc, du coup, Romain, lors de notre présentation sur le webinar, disait que sur un gros groupe hôtelier, ils ont vu des temps de chargement réduits de 22% sur certaines pages grâce à l'utilisation de la technologie server-side. Donc, vraiment, on allège toute la partie script. Et donc, du coup, on arrive à des performances beaucoup plus intéressantes. Sortie des cookies tiers, je vais le rappeler dans le déploiement, mais en fait, vous allez utiliser que de la technologie first party cookie, et du coup, vous allez l'envoyer depuis votre serveur. Donc, globalement, ça a deux avantages. Un, vous voyez ce que vous envoyez vers votre serveur, et deux, c'est vos propres données. Donc, on n'utilise plus les fameux cookies tiers qui sont de toute façon amenés à disparaître. Encore une fois, Google, avec Chrome, y arrivera en fin d'année 2024, on ne sait pas, mais de toute façon, c'est au programme. Donc, on va devoir s'en passer. Et du coup, vous maîtrisez la donnée que vous envoyez parce que c'est de la first party cookie, vous voyez ce que vous envoyez, et donc du coup, vous avez plus de sérénité là-dessus. Et enfin, la récupération des données perdues par les adblockers. Le fait de ne pas envoyer directement vers les solutions, quand on envoie directement vers une solution comme Google Analytics, en fait, l'envoi de data est codé et connu de tous. On envoie vers region.analytics.com. Et en fait, les adblockers le savent. Donc du coup, ils vont faire en sorte que s'ils ont envie de bloquer en fait, cette adresse-là, ils vont le faire pour tout le monde et du coup, vous n'aurez pas la donnée à la fin. Encore une fois, Addingwell partageait des données intéressantes là-dessus. Pour le contournement des adblockers, on récupère 15% de trafic sur desktop et 3% sur mobile en installation server-side. Donc c'est pas négligeable. Pourquoi il y a un delta aussi important entre desktop et mobile? Tout simplement parce qu'on a tendance à installer plus de adblockers sur desktop que sur mobile. D'où la différence. Donc si on récapitule les bénéfices, une web performance qui est améliorée, sortie des cookies tiers, maîtrise de la donnée envoyée, récupération des données perdues par les adblockers. C'est clair pour vous? Et sur la communication entre le client-side et le server-side, c'est clair aussi? Super. Alors on continue. Et là, je vais vous guider sur les steps de déploiement. Alors du coup, on en parle beaucoup, on se dit bon, on a encore le temps. Pour l'instant, c'est pas encore totalement acté côté Google. Moi, je suis pas là pour avoir un discours alarmiste. On a chacun sa roadmap. Il faut voir comment on la cale. Juste, je pense vraiment que c'est incontournable et que pour vous aider sur la partie acquisition, il va falloir y passer. Donc, commencer à l'organiser pour pouvoir justement prendre le temps de bien l'organiser et surtout, ça prend du temps, ça prend l'IT, ça demande de l'information et donc du coup là vraiment prenez le temps et essayez de vous créer une roadmap. La première chose, c'est l'infrastructure. Comment on crée les relais serveurs qui nous permettent du coup d'aller envoyer cette fameuse data, la stocker quelque part et la renvoyer via API. Là, vous avez trois possibilités. La première, quand on utilise Google Tag Manager server-side, évidemment, c'est une suite Google et on vous propose les services directement de Google.
Google Cloud, vous pouvez très rapidement créer une technologie server-side. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est Google et donc du coup, vous avez tout dans le même... vous avez Google Tag Manager et Google Cloud et c'est très rapidement pluggable. Après, le petit hic, je dirais, c'est la partie, les serveurs qui sont aux États-Unis par rapport à la CNIL, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est à vous d'évaluer le risque en fonction de ce que vous dit aussi votre service juridique. L'interne, alors attention, une intégration server-side, ce n'est pas uniquement un one-shot. C'est-à-dire vous pourriez vous reposer sur la partie IT et de vous dire, en fait, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Est-ce qu'on va réussir à gérer l'accueil des données? Il va falloir anticiper les temps forts et les temps faibles de votre site. Si vous avez une forte saisonnalité, il faut faire attention à ce que vous puissiez du coup maintenir cette donnée. Et avec Romain, encore une fois, sur le webinaire qu'on a fait avec Addingwell, il me disait aussi qu'il y a une veille technologique à faire. Vous l'avez vu dans les premières slides, en fait, on a un milieu qui évolue très vite. Il y a Safari qui change en fait ses versions très souvent. Faut se tenir au courant pour être sûr qu'on est bien, qu'on fait bien passer en fait l'ensemble de la data. Donc si vous avez une équipe IT au top avec un programme qui permet de faire du monitoring et de faire de la veille, allez-y aussi, ça peut être un avantage là-dessus. Nous, on est équipés, et ça a été cité dans une des conférences juste avant, on est partenaire sur la partie Addingwell. Ils ont une bonne place désormais sur le marché. C'est une offre abordable à partir de 90 € par mois. Je ne suis pas là pour faire leur pub, mais globalement, nous, ça s'est assez bien passé à chaque fois qu'on a fait l'intégration. Ça permet d'avoir des serveurs aussi européens et indépendants, et du coup, ça permet de travailler en toute sécurité. Comment on va s'y prendre pour du coup déployer? La première chose à faire, c'est de créer un serveur GTM server-side. Vous voyez, en fait, c'est assez simple. C'est directement dans la plateforme Google Tag Manager. La seule spécificité par rapport à ce que vous faisiez avant c'était un serveur web. Ça devient un serveur, ça devient un GTM serveur. L'idée, encore une fois, c'est que tout ce que vous avez fait sur le client-side, donc tout votre plan de tagage que vous avez intégré via Google Tag Manager, c'est absolument pas acheté. Bien au contraire, faire en sorte que vous ayez un plan de tagage nickel, c'est un avantage pour la mise en place du server-side. C'est juste un réseau de communication les uns avec les autres. Donc première étape, je crée mon GTM server-side. Et en fonction du choix que vous aurez fait avant, il y a des intégrations plus ou moins rapides. Généralement, c'est un token, par exemple, pour Addingwell, que vous copiez-collez dans la configuration de GTM server-side et vous obtenez directement le lien entre votre serveur physique qui est un sous-domaine et GTM server-side. Le plan de tagage exhaustif, alors là, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre de justement une belle transition côté server-side. Comme je vous le disais, vous avez déjà un plan de tagage qui est déployé sur le client-side où vous envoyez directement en fait vers vos différentes technologies. Passer et faire une bascule sur le server-side, c'est aussi l'occasion de faire un peu le ménage dans tout ça. L'idée, c'est d'avoir un plan de tagage qui soit robuste et vous avez deux pans de ce plan de tagage. La première chose, c'est de réfléchir en tant qu'équipe marketing, quels sont les indicateurs dont j'ai besoin et quel est le niveau d'information dont j'ai besoin pour contrôler si je suis dans les clous en termes des objectifs que je me suis fixés. Ça, on est tous d'accord. Le but, c'est que vous ayez une plateforme Google Analytics 4 ou peu importe votre plateforme Analytics qui puisse répondre à vos besoins d'analyse et qui vous permette derrière de faire des champs d'action et des optimisations de votre site Internet. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que désormais, maintenant qu'on n'est que sur du first party cookie, il va falloir aussi dresser la liste des données dont vous avez besoin pour vos technologies que vous allez tirer depuis votre server-side. Je prends un exemple, Meta, ce qui pousse donc du coup en API, ce qu'on appelle la Meta Conversion API, ils ont besoin de données utilisateurs. Ils ont besoin de l'adresse mail, ils ont besoin du numéro de téléphone, du nom ou du prénom. Pourquoi? Parce qu'ils les cryptent. Et derrière, vu qu'ils ont une base de données énorme, c'est pareil pour Google Ads, ils peuvent faire du buyer persona. Et faire du buyer persona pour eux, ça permet en fait d'optimiser vos campagnes. Donc il faut bien réfléchir en amont justement de cette construction server-side, dans le plan de tagage, quelles sont les informations dont ils ont besoin pour que les algorithmes fonctionnent et que vous ayez un meilleur ROI par la suite. Donc plan de tagage
partie marketing, qu'est-ce que je souhaite observer dans mes plateformes, et ensuite, qu'est-ce que mes différentes technologies ou mes prestataires ont besoin pour maximiser mon ROI, surtout sur des campagnes payantes. Généralement, la forme que ça prend, c'est du coup la création de data layer. Le but du plan de tagage, c'est un document qui réconcilie 3 cœurs de métier. La partie marketing qui exprime son souhait de j'ai besoin de telle data à tel moment avec tel niveau de finesse. La partie IT, qu'est-ce que je dois insérer et à quel moment. Et la partie analytics, où est-ce que je retrouve cet indicateur ou à quoi il sert. Donc, le fait de passer vers le server-side, c'est aussi un moment où on peut se poser sur son GTM, se dire est-ce que mon plan de tagage est suffisant? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher plus de données? Quels sont les tags que j'ai besoin de transférer en API server-side? Quels sont ceux qui peuvent rester dans la partie client-side? Et du coup, centraliser l'ensemble de l'information dans le plan de tagage, tester, recéter et vérifier surtout que la donnée arrive bien dans les plateformes. Clair pour vous? J'imagine. Oui, vous avez une question? J'ai une question, oui. Pourquoi, en fait, on a besoin de filtrer justement ce qu'on a besoin d'envoyer sur les plateformes et qu'on n'envoie pas tout et puis ils prennent ce qu'ils veulent, en fait? Alors, c'est justement ce qui était fait par rapport au pixel Facebook dans l'ancien temps, c'est-à-dire on pose son pixel et en fait, on laisse Facebook se débrouiller sur les données qu'ils veulent. En revanche, comme on passe sur du first party cookie, maintenant on est obligé de faire le tri. Alors je suis d'accord avec vous, en fait on dit qu'on est souverain sur la collecte de data et on sait ce qu'on envoie, c'est bien, ça nous donne une visibilité, mais c'est quand même Meta qui nous guide en nous disant en fait moi j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Et on va les transférer. Ces données-là, elles sont importantes à cibler, on ne peut pas tout envoyer. L'idée, c'est vraiment de répondre aux fonctionnalités de l'API qu'ils ont mis en place, en fait, globalement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ah, pardon. Ouais, on ne peut pas tout envoyer. En fait, j'y reviens juste après. Le transfert de données du client-side vers le server-side, il se fait grâce à GA4. GA4, c'est à la fois la plateforme analytics qui vous permet de consulter votre trafic et à la fois ce qu'on appelle maintenant un client, c'est-à-dire c'est un peu le train de données avec tous les wagons de data qui sont envoyés dans la partie server-side. Et toutes les technologies, puisqu'ils ont du coup un taux d'équipement assez important, toutes les technologies sont en train de développer les API pour venir chercher dans la manière dont a codé les données GA4 pour pouvoir les extraire. Il y a cette partie-là qui est déjà disponible et GA4 envoie un certain nombre de données à chaque fois en termes de hits. Et en plus, on vient nourrir avec du first party cookie, notamment sur les data users que je vous ai présentés ici. On vient en nourrir un peu plus pour avoir ces algorithmes et ce fameux buyer persona. Donc on ne va pas pouvoir tout envoyer, ça va forcément se baser sur qu'est-ce que GA4 envoie nativement sur le server-side. On peut juste enrichir de quelques données first party cookie. Mais en fait, je ne vois pas comment on peut tout envoyer. En fait. L'envoi se fait via GA4, donc encore une fois, c'est très crypté. À chaque fois que vous avez une page vue, par exemple, on va prendre l'exemple de la page vue, on a un listing important de data qui sont chargées en même temps que la page vue, et on va la transférer du coup dans notre serveur. Et ça, après, c'est le rôle des API de venir taper en fait dans l'ensemble des données et dans le code de GA4 sur quelles sont les informations dont ils ont besoin pour faire travailler leur solution. Mais on sait ce qu'on envoie parce que GA4 a donné à disposition en fait l'ensemble des variables qui sont envoyées par exemple pour une page view. Donc on sait ce qu'on envoie et après c'est l'API qui fait le choix sur par exemple la Meta Conversion API, elle fait le choix de qu'est-ce qu'elle vient piocher dans cette information-là. Je crois que je comprends, mais je ne suis pas sûre. En fait, GA4 pourrait tout envoyer au serveur, tout ce qu'on a déjà. Et après, comme vous le dites, les API viennent le chercher. Pourquoi faire le tri de ce qu'on avait déjà en client-side
et refaire le tri de ce qu'il faudrait emmener sur le serveur. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas tout directement? Alors, je me suis mal exprimé. En fait, on envoie dans GA4 ce qu'on envoyait déjà avant en client-side. Donc tout ça, en fait, on le retransfère dans la partie serveur. Et derrière, depuis toutes les données que vous collectez dans GA4, les API viennent se servir pour ce dont elles ont besoin. Si on prend l'exemple de la Facebook CAPI, en gros, ils vont vous demander d'avoir un envoi sur toutes les pages qui sont envoyées. Donc ça, vous le faisiez déjà avant. Et ensuite, sur le Add to Cart, sur le Begin Checkout, qui sont des événements et des temporalités qu'on a marqués grâce à des data layers tout le long du comportement de l'achat, ils vont venir se plugger là-dessus et venir chercher l'information dont ils ont besoin. Et si on nourrit en plus ces algorithmes avec les fameuses data users, en fait, on va permettre à Meta, quand ils viennent capter l'information, de capter également l'adresse email, de la crypter et de faire en sorte que dans leur base de données, ils sachent quel buyer persona a fait le fameux Add to Cart. Et s'ils trouvent des profils similaires, dans les campagnes Google Ads, ils vont plutôt préférer privilégier l'affichage à ce genre de buyer persona pour que vous ayez de la conversion à la fin. Ce qui serait, du coup, ce qui ne serait finalement plus possible si on passait toujours par les navigateurs, puisqu'ils bloqueraient l'envoi de ce type d'information. Tout à fait. Okay. Avec la fin des cookies tiers, on n'aura plus la possibilité de transférer cette information-là. Configuration GA4, donc comme je vous le disais, en fait, on a fait tout le plan de tagage avec les data layers. Il est temps d'envoyer, grâce à GA4, toute l'information dans le server-side. Donc du coup, on a tout ce qui change en fait dans la partie configuration de GA4, c'est vous rajoutez la partie data user. Alors c'est contre-instructif parce que on a toujours eu en fait l'idée que GA4 n'avait pas de données nominatives dans la plateforme Analytics. Là-dessus, on est d'accord. Le but, c'est pas du tout de l'envoyer dans votre plateforme Analytics et de voir que Martin Champetier s'est connecté sur votre site. Le but, c'est de transférer cette information pour qu'elle soit disponible dans le serveur. Et comme je vous l'ai expliqué, la technologie qui fait ça, c'est GA4. Donc du coup, on va devoir, dans l'envoi qui va aller vers notre serveur, là, je vous ai mis une adresse metrics@agencewam.fr. Donc là, c'est notre adresse de serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer toutes les données de GA4, mais on va également l'enrichir avec des données personnelles. Pourquoi? Parce que ces données personnelles seront nécessaires pour les différents algorithmes et les API des technologies qu'on utilise. Donc il faut bien faire en sorte que toutes les informations transitent par GA4. Pareil pour les événements, là je vous ai mis en fait la partie purchase, donc si jamais on est un e-commerçant, sur la page de confirmation de commande, on a un event qui s'appelle purchase, qui nous permet de savoir quels sont les items qui ont été, du coup les produits qui ont été achetés et quelle est la valeur transactionnelle de tout ça. À l'époque, quand on envoyait directement dans Google Analytics, on se concentrait en fait sur la partie du haut et on s'arrêtait à items. Et là, en fait, on vient enrichir cette donnée avec toutes les données qu'on a pu enregistrer sur l'utilisateur. Et cette donnée-là, c'est la donnée la plus précieuse que vous aurez pour vos différentes API. Encore une fois, pour le buyer persona, pour avoir en fait une typologie d'acheteurs et donc du coup de pouvoir les retargeter plus facilement. Côté server-side, et ben, du coup, dans GTM, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé la mécanique de tag. Vous avez l'impression en fait, de réenvoyer des tags comme si vous le faisiez en client-side. Cette fois-ci, c'est en server-side, donc c'est encore une fois en parallèle de la navigation de l'utilisateur, donc plus rapide. Et là, vous envoyez toutes vos données vers GA4. Du coup, vous avez l'optimisation, encore une fois, de la partie AdBlocker et vous avez encore plus de data. Et les API technologiques, comme je vous disais, en fait, GA4 a codé son propre envoi vers le server-side. Et vous avez maintenant de plus en plus de technologies qui tirent une API, justement server-side, pour vous permettre de bénéficier des avantages du server-side. Vous avez la Meta, vous avez Pinterest, ThankYou.io, TikTok, etc., qui veulent en fait se nourrir via les API des différentes données que vous avez collectées. Et donc du coup, là, dans la manière de déployer, il faut être héroïste. Là où vous engagez le plus de budget, c'est là où il faut commencer à intégrer le plus rapidement possible la technologie server-side. Donc généralement, avec nos clients, on le fait dans l'ordre. C'est-à-dire s'il y a plus de budget dépensé sur Google Ads, on met d'abord Google Ads, ensuite Meta, etc. etc. Est-ce que c'est clair ?
Parfait. Et bah, du coup, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Et sinon, il y a la question Mug. Selon la CNIL, quel est le pourcentage d'acceptation moyen des cookies? 56, ouais. Du coup, je crois que c'est à main levée. On distribuera le Mug plus tard. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'arrive. Merci Martin déjà pour la présentation. J'ai une question vis-à-vis de la CMP. Actuellement, le marché de la CMP commence à évoluer. On a quelques acteurs qui sont figés depuis un moment. Donc nous, on est chez Acceptio. Est-ce que c'est encore une des CMP que tu conseilles ou vis-à-vis des autres CMP, pour un nouvel entrant ou quelqu'un qui souhaiterait changer de CMP, tu partirais sur quoi? Nous, on a beaucoup mis en place Acceptio. On trouve, notamment par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Consent Mode V2, donc c'était une actualité de mars où on était obligé de changer le fonctionnement des envois des tags. Ils ont été très réactifs dans la manière justement de répondre. Et en fait, sur la question des CMP, nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Alors, on a des configurations qui peuvent être différentes. Acceptio a beaucoup évolué sur le sujet, puisqu'avant, c'était que le petit widget en bas à gauche de votre navigation. Désormais, on peut le mettre ce qu'on appelle en consent wall, donc on le voit directement quand on arrive. Là où d'autres technologies comme Didomi sont restées un peu sur leur modèle de base. Mais il y a des forces et des faiblesses dans chacune. Il y a OneTrust aussi qu'on pourrait citer, qui est très grand compte, qui est généralement une tarification un peu supérieure, qui a une personnalisation qui est un peu différente, mais par contre où il y a plus de statistiques disponibles dans la plateforme. Donc encore une fois, c'est un jeu d'équilibriste entre ce que vous avez besoin en termes de data, le légal et le budget que vous pouvez y mettre. Okay. Oui, bonjour Martin. Bonjour. Deux petites choses. Je vois qu'on n'a pas parlé de Tirdata, qui d'ailleurs s'est mis aussi au server-side et qui a une version gratuite de CMP, très qualitative. Bon, juste pour info. Ma question, c'est est-ce que tu utilises les dashboards de Addingwell qui sont assez divers et je voulais savoir si, peut-être que tu ne les utilises pas, mais si oui, comment tu les utilises? Et est-ce que c'est ce qui permet de contrôler qu'on envoie justement la bonne donnée, etc. quoi? Très bonne question. Effectivement, pour la première partie, on a rencontré Sirdata très récemment sur justement, ils ont une double technologie CMP avec en plus technologie server-side. Donc ça peut être un avantage, encore une fois, pour un annonceur de mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir en fait ces deux technologies. Surtout que sur la CMP, ils font ce qu'on appelle du partenariat. Donc l'ensemble des gens qui sont partenaires de leur programme permet aussi d'avoir des taux d'acceptation plus rapides. C'est-à-dire que si on va sur un site A et qu'on consentit, en fait, quand on arrive sur le site B et qu'on fait partie du partenariat Sirdata, on a déjà les consentements qui sont renseignés. Donc, c'est effectivement une technologie intéressante. Sur la partie, pour répondre à votre question, sur la partie Addingwell, moi je consulte beaucoup le tag monitoring. Le tag monitoring, c'est ce qui vous permet, c'était sur un de mes screens, qui vous permet en fait de voir le taux de succès d'envoi des datas. Et typiquement, en fait, quand on a une installation, enfin ça m'a beaucoup rendu service quand j'avais une installation qui était internationale avec différents sites et différentes technologies. Je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais un site en Grèce où il n'y avait pas du tout de communication sur Facebook, il n'y avait pas de compte créé, et en fait, j'avais beaucoup de fails, et je ne comprenais pas pourquoi en fait, ma barre était, enfin pas à moitié en rouge, mais il y avait un pourcentage de rouge. Et ça, du coup, grâce au tag monitoring, j'ai pu comprendre qu'en fait, j'envoyais des datas depuis la Grèce, mais vers une destination qui était inconnue, et du coup, on a un fail, et du coup, on peut rectifier le tracking et mettre en place ce bloqueur qui permet du coup d'avoir quelque chose de sain et de propre. On n'envoie pas de data nulle part, en fait. Voilà. Je vous ai répondu? Ouais. Oui. Déjà, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Merci. Je voulais juste demander, tu as dit tout à l'heure que le Google Cloud, tu préférais utiliser
le partenaire Aldingwell parce que justement il avait des serveurs en Europe. Mm. Mais il me semble que dans le Google Cloud, on peut aussi choisir d'avoir exclusivement des serveurs en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu utilises Aldingwell plutôt que Google Cloud? Alors moi, à chaque fois, très bonne question, merci. En fait, le choix, je le laisse aux différents annonceurs avec qui on travaille. Le but, c'est si vous avez déjà en fait un Google Cloud, c'est beaucoup plus facile à plugger. J'ai certains annonceurs qui ne l'ont pas et donc du coup qui préfèrent se tourner vers une solution qui est quand même marketée française et européenne avec certaines garanties. Je suis d'accord avec toi sur la partie serveur où tu peux sélectionner dans Google Cloud la partie européenne, ce qui peut être vraiment intéressant. Et après, on ne parle pas des problématiques d'annonceurs qui sont à l'international où il faut aussi un temps de réponse et donc du coup de temps en temps c'est intéressant d'être aux États-Unis pour avoir un temps de réponse beaucoup plus rapide. La différence, elle se fait généralement au niveau du budget. Aldingwell et sans parler de CIRData sont généralement plus bas de prix que Google Cloud et généralement ça rassure pour le côté CNIL de partir sur des acteurs qui ne sont pas le grand Google sur lequel, encore une fois, je le rappelais, on a un peu tapé sur les différentes années. Donc généralement le choix se fait plus comme ça et c'est l'annonceur qui choisit. Voilà. Merci à tous.